Juste avant l'autodétermination de 1960, le ministre français de la coopération Michel Debré va parapher les accords de coopération entre la France et le Cameroun. Cette convention sera valable à compter du jour de l'indépendance et sera classée secret défense. Selon certaines indiscrétions, un article majeur stipulerait que l'armée française peut par exemple intervenir au Cameroun à tout moment à la demande du gouvernement camerounais pour régler une crise. Au moment de la signature de ce traité franco-camerounais, le mouvement d'insurrection incarné par un jeune altruiste et nationaliste, acquis à la cause de la lutte contre une fausse indépendance et le néocolonialisme surgit spontanément et s'intensifie dans les autres plateaux du pays. Le jeune Martin Singap, puisqu'il s'agit de lui, est un nwandiste et moumiste des premières heures. Il n'a jamais digéré l'assassinat d'Oumnobé, tué le 13 septembre 1958 dans son maquis de Boumniébel. La mort du leader upéciste est supposée mettre fin aux troubles politiques, mais le pays va s'embraser de plus en plus parce que les autorités coloniales, en application de la loi cadre de fer sur l'autonomie des pays africains et de la charte de l'ONU de 1945 sur la fin des colonies, ont choisi au préalable, parmi les indigènes, ceux susceptibles de poursuivre la domination française sur le peuple camerounais, et ceci même après l'indépendance. C'est pour cela qu'Ernest Ouandié nous rappelle dans son discours sous maquis de mars 1962 que les Aïdjo, Aruna Njoya, Charles Assalé et Foncha vont constituer le premier corridor indigène qui va permettre au réseau de la France-Afrique de continuer d'avoir accès aux ressources naturelles du Cameroun et de pouvoir les gaspiller continuellement. Oumniobé en fuite donc depuis 1955 va fonder en 1956 dans sa jungle le CNO, Comité national d'organisation, pour perturber les élections législatives dans son fief. Après le discours du premier ministre camerounais donc, les Bamileke, majoritairement partisans de l'UPC, seront la cible des individus. On assiste à une apparition d'actes d'hostilité contre les Bamileke. Une multitude de massacres est enregistrée à partir de 1956. Ce massacre se manifeste exactement comme celui des Juifs. Le pouvoir en place favorise l'émergence de la violence bamiphobe, c'est-à-dire la haine anti-Bamileke. Le dynamisme entrepreneurial des Bamileke, son remarquable organisation sociétale et la forte présence de sa communauté dans les quatre coins du pays fut déjà un problème pour le régime colonial français qui, après des études sociologiques et anthropologiques, jalousait et stigmatisait déjà sa civilisation. Voici ce que dit le colonel français Lamberton à l'approche de l'indépendance. Il craint la perte définitive de la domination de la métropole sur sa future ex-colonie. Le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. La France ne saurait s'en désintéresser. Ne s'est-elle pas engagée à guider les premiers pas du jeune État? Les conséquences de la guerre seront fâcheuses et traumatisantes pour l'ensemble du peuple bamileke qui, au sortir du conflit, est affaibli et doit se réinventer une nouvelle vie dans son propre pays et se reconstruire psychologiquement dans un pays qui lui est désormais hostile. Les Bamileke vont avant et après la guerre se sentir rejetés, isolés par l'ensemble des autres communautés. Les autorités et la police vont tolérer ou ignorer toutes actions de masse belliqueuses envers les citoyens camerounais Bamileke. Leurs enfants globalement n'ont pas facilement accès aux postes de l'administration publique. Beaucoup doivent se contenter des métiers manuels du secteur privé comme la mécanique, la plomberie ou la menuiserie pour nourrir leur famille. Des milliers de jeunes cadets bamileke vont se lancer dans la débrouillardise, l'informel. Ils sont dockers, taximens, pousseurs, maçons. Ce sont des professions qui sont considérées par les autres Camerounais comme des métiers dévalorisants. Ces boulots font d'eux des hommes considérés comme sales. Dans l'imagerie populaire, les Bamileke sont des sous-hommes. On recense régulièrement dans l'explosion de violence d'autres communautés contre ce groupe ethnique. La cohabitation entre elles devient invivable au fil des ans.
on assiste régulièrement à des représailles ethniques. En 1956, par exemple, à Saint-Mélima, les Bamileke sont désignés uniques responsables des émeutes commencées en 1955 dans le cadre de la lutte pour l'indépendance. Ils sont dans la foulée raflés, leurs biens confisqués ou détruits, battus et renvoyés dans leur région d'origine sous le regard complice de l'administration. Leurs boutiques sont boudées au profit des commerçants libanais ou franco-libanais. Cette violence suivie des refoulements des familles vers la région du Bamileke a pour but non seulement de casser le pouvoir économique qu'ils détiennent, mais aussi de les amener à renoncer à toute éventuelle ambition politique. Des quartiers de la capitale politique comme Mokolo, Briqueterie et Koudou connurent des violences de haut vol avec des confrontations entre les communautés Bamileke et les Saoussa en 1959. Le régime français redoutait déjà l'idée de la réunification du Cameroun pour éviter d'avoir un rapprochement entre les Bamileke anglophones et les Bamileke francophones, que l'histoire avait malheureusement divisé à la fin de la Première Guerre mondiale. Renommé dans tout le pays pour leur sens des affaires, le peuple bamileke se distingue également par sa tendance expansionniste. Sa propension à avoir beaucoup d'enfants est très souvent source de conflits. Ce peuple est considéré par les autres communautés comme des envahisseurs. C'est un groupe qui est fortement lié à ses valeurs, sa tradition et sa culture. L'homme de la région de l'Ouest respecte et préserve les rites ancestraux. Il constitue un groupement ethnique invraisemblable et surprenant. Individualiste mais solidaire, matérialiste et expansionniste, fier mais discipliné. Les Bamileke disposent de la région la plus dense avec 450 000 habitants environ au milieu de la décennie 50, couvrant une surface de 6 500 km² et une densité de 73 habitants au kilomètre carré dans la région. Les Bamileke sont l'ethnie la plus importante du pays en termes de population et de représentation sur l'étendue du territoire national. En organisant donc une élection purement démocratique pour l'acquisition de l'autonomie camerounaise, le parti UPC nationaliste l'aurait emporté avec un taux très élevé, vu le nombre très important des Bamileke éparpillés sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est l'une des raisons pour lesquelles les leaders progressistes avaient été poussés en exil et leur association politique exclue par un décret signé à Paris par le régime colonial français. C'était pour éviter que le parti ne prenne part aux élections démocratiques et populaires en perspective. La montée du nationalisme au sein de la population du Bamileke va donner ainsi une occasion inouïe pour le couple franco-camerounais d'amorcer une offensive dévastatrice avant l'indépendance pour permettre à la France d'installer solidement le nouveau régime fantoche et néocolonialiste et lui donner le maximum de crédibilité en ayant mis hors d'état de nuire toute l'opposition. Les nouveaux hommes de Yaoundé devraient ainsi permettre à la France de continuer d'avoir la main mise sur les richesses et de détruire l'écosystème camerounais. C'est le début de la naissance du réseau France-Afrique. Pour les alliés de Yaoundé, il faudra non seulement déclencher les hostilités à l'ouest du pays pour éradiquer l'UPC, mais aussi anéantir toute velléité nationaliste au sein de l'ensemble de la population de cette partie du pays. Le peuple bamileke va ainsi être accusé de soutenir massivement les nationalistes hors la loi. Sur le plan politique, il est dorénavant considéré comme traditionnellement rebelle. La région a pourvu le pays depuis plus d'un demi-siècle d'un honorable contingent d'hommes d'affaires, d'intellectuels, d'industriels, de politiciens et surtout d'étudiants contestataires et les plus radicaux du pays. Dès 1958, le gouvernement camerounais, avec l'aide de l'armée française, va s'attaquer aux militants de l'UPC en pays bamileke. Cette offensive va pousser le jeune Sengap à mettre sur pied immédiatement le SNDK, Sinistre de la Défense nationale du Cameroun, une organisation de relais et de soutien au CNO qui agit dans sa région d'origine,
composé de jeunes caïds dans un premier temps. Ernest Ouandié va transformer ce mouvement en une organisation paramilitaire dénommée ALNK, Alliance de Libération Nationale Camerounaise, qui devient la branche radicale armée de l'UPC. L'armée de libération nationale camerounaise est un instrument qui permettra au peuple incarné dans l'UPC de poursuivre sa lutte révolutionnaire contre l'impérialisme franco-britannique et ses alliés américains et ouest-allemands jusqu'à l'aboutissement des objectifs et d'instaurer, une fois la victoire acquise, un régime de démocratie nouvelle qui assurera le bien-être de la nation et de son peuple. L'ALNK avait également pour mission d'assurer la protection des populations civiles, tel que mentionné dans l'article 19 de son statut. Le soldat de l'ALNK doit bien savoir qu'il est là pour assurer, au contraire, la protection des populations victimes des massacres et des pillages auxquels se livrent formellement les soldats franco-britanniques. Il doit par son comportement et ses actes permettre au peuple de faire la différence entre lui et le soldat fantoche. C'est ainsi seulement que le peuple pourra avoir confiance en l'armée. L'ALNK mobilisera des milliers de maquisards dans la partie occidentale du pays, dans la guerre civile qui va opposer le peuple nationaliste aux troupes franco-camerounaises de 1958 jusqu'en 1971. Martin Sengab en sera le chef d'état-major. Il trouvera la mort dans une embuscade tendue par les forces de la guérilla le 8 septembre 1961 à Batié. L'engagement des nationalistes de l'ALNK, Alliance de Libération Nationale Camerounaise, pour la lutte révolutionnaire est peu connu aujourd'hui. La communauté internationale n'a pas encore été saisie de ce qui s'apparente encore de nos jours comme un génocide dont l'origine se trouve dans la guerre menée par la France au Cameroun et contre les populations civiles du Bamileke à partir de 1958. Les massacres commis auraient conduit au meurtre de près de 400 000 civils et fait 1 million de victimes. Dans une interview réalisée par la chaîne de télévision française France 24, Max Bardet, le pilote de l'air ayant mené les opérations militaires sur le ciel du Bamileke, dit: J'ai effectué entre 20 et 30 missions en 2 mois, à partir de 1962, mais on n'avait pas pu abattre tous les caïds. On se servait des armes, des grenades, parce que les Bamileke avaient attaqué une famille de colons. Il nous fallait riposter et on est tombé sur une bande qui était organisée. On les a tous tués. On a jeté un fumigène pour voir d'où venait le vent et on a balancé quelques grenades de phosphore et le feu les a rattrapés. Ils étaient tous couchés à plat ventre, le dos brûlé. François Hollande, président français de 2012 à 2017, reconnaît les massacres commis sur le peuple camerounais au cours d'une visite d'État à Yaoundé en 2015. Il promet l'ouverture des archives aux historiens en déclarant ceci: Je tenais à venir au Cameroun. Il y avait presque 15 ans qu'un président de la République française n'était pas venu en visite officielle dans votre pays, monsieur le président. Je tenais à y venir aussi parce qu'il y a des liens humains qui unissent nos deux pays. Certains de ces liens plongent loin dans notre histoire. Ils peuvent être très douloureux et la France regarde toujours avec lucidité son passé pour mieux préparer son avenir, et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes tragiques dans l'histoire. Il y a eu une répression dans la Sanaga maritime en pays Bamileke, et je veux que les archives soient ouvertes pour les historiens. Paul Camer,
Merci beaucoup d'avoir regardé le podcast jusqu'à la fin. Il y a une partie 2 qui est en cours de préparation, donc abonnez-vous pour être informé quand elle va sortir. Et surtout, partageons cette histoire avec nos proches, avec nos connaissances, avec tous les camés, avec nos plus jeunes. C'est pour ça que j'ai pensé à faire des illustrations pour que ça parle aux jeunes, parce que c'est notre histoire, celle qu'on ne nous a jamais enseignée à l'école. Et si on ne nous enseigne pas à l'école, on va s'informer nous-mêmes et on va s'enseigner nous-mêmes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup de nous soutenir en s'abonnant et en partageant. Il y a beaucoup de passion derrière. C'est du travail 100% amateur. Il n'y a aucun professionnel. Donc on fait avec les moyens du bord et on va bien sûr s'améliorer au fil du temps. Donc merci beaucoup pour votre patience. Les gamins, on fait comme ça.